Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. Une partie du corps d'encadrement au niveau du ministère des enseignements primaires et secondaires, dont on parle très peu, c'est les conseillers pédagogiques. Vous savez que dans quelques semaines, c'est la rentrée scolaire 2020-2021 et leur mission pédagogique est à l'épreuve de la Covid-19. Nous allons parler donc de leur mission, des défis qu'ils auront à relever à la rentrée et de tout le travail que ce corps fait aux côtés des inspecteurs pour garantir la qualité des enseignements. Pour en parler, j'aurai deux invités. Il y a une dame, elle est conseillère pédagogique basée à Lomé, et un homme qui nous a fait honneur, conseiller pédagogique bien entendu, qui nous a fait honneur en descendant des montagnes de Daï pour arriver à Lomé pour cette émission. Débat thématique, c'est dans un instant. Nous allons parler de la mission des conseillers pédagogiques, un corps dont on parle très peu dans l'éducation, qui fait un travail dans l'ombre, mais qui assure la qualité des apprentissages pour que les enfants, au niveau des enseignements préscolaires et primaires, aient un bon profil de sortie. De ma droite vers ma gauche, conseillère Belei. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur Marcel. Et merci de nous avoir honorés de votre présence. Merci. Je l'avais dit, à ma gauche, monsieur Ananou, il est conseiller pédagogique à l'inspection de Daï. Daï, c'est dans les plateaux, pour ceux qui connaissent bien le Togo. Monsieur le conseiller, merci d'avoir fait le déplacement. Merci. Ok. Rectification, ce n'est pas seulement Daï, c'est deux inspections. Ah. Daï et Pelé. Daï et Pelé. Oui. Donc ça veut dire que vous cumulez en fait deux inspections? Oui, voilà. Ok. Bien, alors, je le disais, nous allons parler de votre mission. Vous nous rappelez très rapidement votre mission en tant que conseiller pédagogique. On va commencer par la dame. Le conseiller pédagogique est le collaborateur direct de l'inspecteur. Il participe à la mise en œuvre du PSE, la politique nationale au niveau de son inspection. Donc, il fait cela à travers l'encadrement des enseignants. L'encadrement, c'est comment? C'est les visites de classe, les formations et les recyclages aux enseignants pour leur permettre d'être toujours au top niveau des innovations que le ministère impulse à l'éducation nationale. Le conseiller pédagogique également anime les conseils d'enseignement. Les conseils d'enseignement aussi, c'est des séances, des sortes de formation, de renforcement de capacité. Le conseiller pédagogique peut également assumer l'intérim de l'inspection en cas d'absence de l'inspecteur. Tout à fait. Voilà. Ok, merci madame. Vous avez un complément, monsieur Nanou? Oui, je dirais que le conseil pédagogique d'abord, c'est un enseignant. Enseignant expérimenté à côté de l'inspecteur pour gérer l'éducation au niveau de la sécurité pédagogique. Et comme la collègue l'a dit, c'est le collaborateur direct du chef d'inspection. Donc au niveau de l'inspection, il a des plans d'action. Donc le conseiller porte appui et assistance à monsieur l'inspecteur pour gérer tous ces projets-là. Et maintenant, au niveau des écoles, il a des tâches précises que le conseiller doit jouer. Au niveau de chaque école, il y a des projets pour l'éducation des enfants. Donc le conseiller apporte son soutien, son appui à l'équipe de l'école pour réussir cette mission-là. Maintenant, auprès des enseignants dans les classes, il intervient encore pour assister les enseignants dans la pratique de classe. La préparation des fiches, la répartition des leçons, des programmes, ainsi de suite. Et voilà les tâches prioritaires du conseil pédagogique. Est-ce qu'on peut s'imaginer une inspection sans conseil pédagogique? Ce n'est pas possible. D'abord, les inspections sont de grande taille. Nous avons plusieurs écoles.
Et pour que le travail soit efficace, il faut qu'un conseil pédagogique ait peu d'enseignants à gérer. Mais la situation aujourd'hui est telle que certaines institutions n'ont même pas de conseil pédagogique. Et la tâche devient très difficile. Quand je prends là où je suis, dans le Kwélé, au niveau public, nous avons 102 écoles. À Daï, nous avons 79. Et je suis le seul conseiller pédagogique pour gérer tout ça là, avec l'inspecteur, qui est aussi le seul. Bon, c'est là où ça devient un peu difficile. Et on ne peut pas se passer du conseil pédagogique dans la gestion des écoles, de la qualité de l'enseignement. Parce que l'inspecteur, c'est lui le chef, mais il est souvent pris pour des tâches administratives. Donc le travail revient beaucoup plus au conseil pédagogique. Donc le nombre moindre que nous sommes sur le terrain aujourd'hui, ça fait que nous n'arrivons pas à faire efficacement notre travail. Et avec les moyens de déplacement, tout ça là qui sont, disons, manquent ou bien insuffisants, le travail devient beaucoup plus ardu pour nos conseils pédagogiques. Ok. Alors, fidèles téléspectateurs, nous comprenons la portée du travail que le conseiller pédagogique fait aux côtés de l'inspecteur dans chaque inspection. C'est vrai, tout métier a, disons, ses difficultés et nous espérons que, disons, le travail qui a commencé, la mobilisation des ressources qui a commencé au niveau du ministère va faire en sorte que les conseillers pédagogiques aient beaucoup plus de moyens pour pouvoir intervenir dans leur mission. Alors, Madame Beleyi, j'ai constaté, en tout cas tout le monde le sait, comme vous d'ailleurs venez de le dire, on voit beaucoup plus le conseiller pédagogique ou la conseillère pédagogique en classe et dans les écoles qu'au bureau. Bien sûr. N'est-ce pas? Bien sûr. Alors, quand vous allez, qu'est-ce que vous faites concrètement avec les enseignants? Les enseignants. Oui, en fait, le conseiller pédagogique, son bureau, c'est à l'école. C'est dans les classes. Donc, quand le conseiller arrive à l'école, comme mon collègue l'a dit, le conseiller a plusieurs projets et il a plusieurs tâches à accomplir. Quand, par exemple, il arrive en classe, qu'est-ce qu'il cherche? Ça dépend. Il y a beaucoup de choses que le conseiller peut chercher. Peut-être il peut se dire aujourd'hui, je veux aider l'enseignant dans telle discipline. Ou bien je veux contrôler son travail quotidien. Ou bien je veux l'aider, on a fait telle formation, je veux suivre pour voir si l'enseignant est en train d'appliquer ce qui a été dit à la formation. Donc, le conseiller arrive, si par exemple il veut contrôler le travail quotidien de l'enseignant, il arrive, il prend les documents de travail. Le travail quotidien, c'est quoi? C'est le remplissage des cahiers journaux, du cahier journal, la tenue du registre d'appel, les affichages dans la classe, c'est-à-dire la préparation du tableau et tout. Donc, s'il veut contrôler le travail quotidien, donc il arrive au niveau de l'enseignant, il prend contact et il salue les élèves et il s'installe. Il demande à l'enseignant d'apporter tous ces documents, les documents qu'il utilise dans son travail quotidien. Donc, il vérifie est-ce que les fiches sont préparées selon la démarche qui est recommandée pour chaque discipline. Est-ce que son cahier, son journal est rempli? Parce que le journal, c'est le reflet du travail de l'enseignant. Et le primaire, c'est un domaine très délicat. Avec les enfants, l'enseignant, c'est comme un médecin aussi. Mais lui, il travaille sur l'âme des enfants. Et si le travail n'est pas préparé, l'improvisation est toujours catastrophique en classe. D'accord, on va revenir à vous tout à l'heure, monsieur le conseiller. À la suite donc de ce que dit votre collègue, madame Beleyi, quelles sont les insuffisances que vous constatez souvent quand vous faites des suivis de classe au niveau des enseignants? Elle a parlé d'un seul élément. Quand nous entrons dans une classe, nous avons deux éléments, l'enseignant et les élèves. Et bon, quand on y va, c'est au fait pour voir si les élèves, les enfants réussissent à travers l'action du maître. Donc, on ne doit pas oublier le point élève. Nous agissons aussi sur les élèves à travers leurs enseignants. Mais pour les élèves, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le cahier pour... Oui, nous contrôlons les cahiers de devoirs pour vérifier si
les devoirs sont réguliers et corrigés régulièrement. Parce que vous arriverez dans certaines classes, c'est à peine sur 3 mois, 5 devoirs. On doit évaluer les élèves au jour le jour. Pour s'assurer que, ce qu'on a passé, les enseignements passés dans la journée sont maîtrisés ou non. Et si ce n'est pas maîtrisé, chercher les pistes de remédiation. Et en principe, chaque fois que l'enseignant passe un cours, une leçon, il doit évaluer. Mais ça deviendra trop pour lui. Donc nous nous sommes dit qu'il faut un minimum chaque jour. Sur l'emploi du temps, il y a le français, il y a les mathématiques et les activités d'éveil. Donc l'enseignant doit évaluer au moins une activité d'éveil, la leçon de mathématiques et puis une leçon en français chaque jour. Mais vous arrivez, ce n'est pas fait. Des fois, quand c'est fait, ce n'est pas corrigé. Donc, les enfants n'ont pas le feedback de ce qu'ils ont produit pour savoir si ils ont compris la leçon ou pas. Voilà l'une des difficultés que nous rencontrons quand nous entrons dans la classe. Et généralement, quelle explication ils donnent pour justifier les devoirs? Même s'ils donnent des explications, ce n'est pas justifié. C'est pas valable. L'enseignant est là, il est en classe. En principe, après avoir enseigné, on doit évaluer pour voir si les objectifs sont atteints. Si on ne le fait pas, comment on saura que l'enfant a compris ou pas? Et chercher des moyens, des pistes pour l'aider à réussir. Est-ce que vous trouvez, la question que je vais poser maintenant s'adresse à vous deux, est-ce que vous trouvez que les enseignants sont réceptifs à vos conseils et sont réceptifs aux innovations pédagogiques que vous leur apportez? Il y a 2 groupes. Il y a certains qui facilement nous accompagnent, mais d'autres, je dirais que c'est un refus. Un refus, mais ce refus-là n'a pas d'explication, n'a pas de base pour qu'on dise que l'enseignant n'a pas pu faire son travail. Quand il n'y a pas refus, est-ce qu'il y a sanction? Oui. Vous devez sanctionner? Oui. Okay. D'abord, on lui donne des conseils pour voir s'il va changer. On revient 2 semaines, 1 mois, 3 mois après pour voir s'il a changé. S'il n'a pas changé, nous on rencontre au chef d'inspection, puisque nous on ne peut pas directement prendre sanction. On rencontre au chef d'inspection et il nous instruit sur l'avenir des tâches à effectuer avec cet enseignant-là. Et si ça ne va pas toujours, il est obligé de prendre une note pour informer la hiérarchie. Mais au niveau de l'inspection, il y a aussi des sanctions. Alors, quelles sont ces catégories d'enseignants qui vous font honneur quand vous le faites, quand vous faites les suivis alors? Catégorie d'enseignants, comme l'a dit mon collègue, il y en a qui sont réceptifs, mais d'autres, c'est carrément de la mer à boire. Ils trouvent que c'est trop difficile ce qu'on leur demande de faire. Souvent, vous savez, ils sont conservateurs. Ils sont conservateurs. Vous savez, l'homme est difficile pour accepter l'inconnu, donc et changer. Donc, comme on est assis dans les routines, j'ai parlé tout à l'heure de préparation, de fiches et autres. Parce que souvent pour les enseignants, c'est vraiment de la mer à boire pour préparer les fiches. Il y a beaucoup qui sont là. On a dit tout à l'heure, le collègue a parlé des enfants. Quand vous faites une fiche, c'est pour la dérouler devant les enfants. Et vous devez la soumettre à l'appréciation de votre chef, de votre directeur. Normalement, le directeur, s'il porte des amendements à la fiche, vous devez la reprendre. Ou bien, même si la fiche est bien, parfois quand vous la déroulez en classe, vous voyez qu'il y a certaines difficultés et que vous devez, en reprenant cette leçon, peut-être la prochaine fois ou l'année prochaine, vous devez changer quelque chose. Mais, compte tenu du manque de volonté pour reprendre à tout moment, donc, on a tendance à garder les mêmes fiches sur de longues années. Donc, c'est ce qui fait aussi que quand il y a une innovation, comme on ne veut pas changer des fiches, on refuse d'accepter ça parce que quand on accepte automatiquement, on voit qu'il faut qu'on change les préparations. Donc, on est réticent et on garde les vieilles habitudes et difficilement on change. Mais il y en a qui acceptent facilement et tout se passe bien avec eux. Voilà. Est-ce que je peux donner un exemple de réticence?
pour un cas que... Donc, on a vécu beaucoup de cas. Mais je voudrais donner seulement un exemple pour vous faire voir la résistance de la part de certains enseignants. C'était un lundi matin en 2017, bien 2018, premier trimestre. J'arrive le lundi matin très tôt à l'école. Je rentre dans la classe de CE1. L'enseignant n'était pas encore arrivé. Ça, c'est un retard déjà. Non, il n'est pas encore 7 heures. Ok. Oui. Donc moi, je suis arrivé beaucoup plus tôt pour contrôler beaucoup de choses. Donc, je rentre dans sa classe. Les écrits laissés sur le tableau le vendredi. J'ai remarqué que la lettre E dans les mots ne porte pas souvent. Et quand il y a accent, il n'a pas mis. Donc, j'ai attendu. Il est arrivé. Et bon, après les salutations, j'ai demandé, mon frère, est-ce que ça va? Bon, j'ai l'impression que vous n'aimez pas les accents. Voilà ce qu'il m'a dit. Monsieur le conseil, c'est à cause des accents là que toi tu es venu à l'école ce matin. Tu n'as plus autre chose à faire. Donc c'est l'enseignant qui vous répond comme ça? Oui. Ah, ça, voilà un exemple de cas de réticence. Donc, celui-là, quel conseil on va lui donner, il va le mettre en pratique. Il est déjà à l'entrée. Or, les accents aigus, accents circonflexes, tout ça là, ça fait partie de la première leçon en orthographe au CE1. Et lui-même n'a pas pris soin de mettre les accents sur la lettre E dans les mots écrits au tableau. Donc, lui-même déjà, est-ce qu'il n'est pas un frein pour la qualité de l'enseignement au niveau de ses élèves? Tout à fait. Et on voudrait l'aider. Voilà les réponses qu'il donne. Bon, on en a beaucoup, on ne peut pas mettre ça sur tapis ici. Donc c'est un exemple. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes en train de découvrir un peu la nature du travail que les conseillers pédagogiques font dans les écoles, dans les établissements pour s'assurer que les apprentissages sont bien déroulés au profit de nos enfants pour que les enfants aient le profit de sortie attendu. Alors, ça signifie que si les élèves réussissent bien, le conseiller pédagogique est comptable de ces réussites. Et s'il ne réussit pas, en partie aussi, il est aussi tributaire. Il est comptable aussi de ces échecs des enfants. Est-ce que c'est vrai? Puisque il y a quelques années, 2-3 ans, dans une des localités, on nous a dit qu'au CPD, dans 2 ou 3 écoles, c'est 0% pour tous les élèves. Est-ce que vraiment cela peut s'expliquer? Comment vous expliquez cette taux de réussite? Ce n'est même pas des taux de réussite, c'est des taux d'échec. Ce taux d'échec, vraiment. Bon. Est-ce que nous pouvons expliquer cela? Bon. Le conseiller est également tributaire des résultats des enfants, de l'échec ou de la réussite des enfants, parce qu'il est un élément fondamental dans la réussite scolaire. Hein. Ah ouais. Il est un élément fondamental. Donc, si ça ne va pas, il est comptable, il doit être interpellé également. Mais bon, il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs. Certains que vous connaissez. On a déjà cité un, la réticence. Le fait qu'il a désobéi même, il a mal parlé à sa hiérarchie qui est le conseil pédagogique. Voilà. C'est déjà un problème. Ça. Voilà, c'est les réticences. Donc vous pouvez aller, tout ce que vous dites, c'est comme vous versez de l'eau sur le canard. Donc c'est un peu difficile. Bon, il y a aussi la responsabilité des parents qui est aussi mise en cause dans l'échec. Le faible encadrement que des parents donnent à leurs enfants. Les enfants aussi fait partie. Voilà, ce que les parents, les enfants font à l'école. Tout ça aussi, ça participe à l'échec ou à la réussite des élèves. Il y a aussi des facteurs externes, n'est-ce pas? Oui, il y a aussi les facteurs externes, même les conditions de travail. Même vous allez parfois en classe, les enfants sont assis à 4. Vous avez même pitié d'eux. Ils n'arrivent pas à copier normalement les leçons. Et quand ils sont entassés comme ça, ils ne suivent même pas. L'enseignant donne le meilleur de lui-même, mais c'est difficile. Les enfants n'arrivent pas à suivre. Donc tout ça là, ça participe à la réussite ou à l'échec des enfants. Voilà. Bon, vous avez dit 0% au CPD. Si. Ce qui me gêne, c'est qu'avant d'arriver au CPD, il y a des évaluations au moins trimestrielles. Si. Et qu'est-ce que ces évaluations-là ont donné? Parce que nous faisons l'analyse des résultats. Chaque fois qu'il y a examen composition, pour ces écoles-là
est-ce qu'on n'a pas pu analyser les résultats à temps pour savoir que il y a danger et leur apporter un soutien? Là, bon, comme la sœur l'a dit, il y a plusieurs facteurs. On doit interpeller d'abord l'enseignant, son directeur d'école pour savoir ce qu'il y a. Le conseiller pédagogique ici, il doit s'expliquer pourquoi ce résultat-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a rendu visite à cette école-là ou bien il n'a pas les moyens? Bien sûr, bon, j'ai parlé tout à l'heure des moyens. Il y a, bon, je ne sais pas si c'est à Lomé ou bien c'est à l'intérieur du pays. C'est à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, il y a des zones d'accès difficiles. Même à moto, on ne peut pas aller. Est-ce que c'est de ces écoles-là qui n'ont jamais reçu de visite? Non, je n'ai pas voulu donner suite le nom, hein. Je les connais très bien, mais ce n'est pas des zones d'accès difficiles. C'est des zones d'accès très très faciles. Bon. Donc, on doit, l'équipe pédagogique là, composée des enseignants, de leur directeur, du conseil pédagogique, du chef d'inspection, ils doivent se retrouver et pour analyser les causes de ce pourcentage-là. Tout à fait. Alors, fidèles téléspectateurs, vous comprenez que nous sommes dans quelques semaines, hein, c'est la rentrée, puisque la rentrée scolaire, c'est le 26 octobre, comme prévu par le gouvernement. Et nous voulons que, dans les conditions dans lesquelles l'école va se dérouler pour la rentrée scolaire 2020-2021, eh bien, permettre de garantir la réussite de nos enfants. Et c'est ce qui assure cette réussite, ce qui garantissent la qualité de l'éducation, eh bien, c'est les conseillers pédagogiques et les inspecteurs. Aujourd'hui, c'est les conseillers pédagogiques qui sont sur le plateau pour nous expliquer un peu le travail qu'ils font. Et avant d'entamer leur mission à l'épreuve de la Covid, nous allons vous projeter un reportage d'une formation reçue il y a 3 ans par certains conseillers pédagogiques, ce n'est pas tous, dans la savane, pour montrer un peu les efforts que fournit le gouvernement. À chaque fois que l'occasion est permise, eh bien, le ministère n'hésite pas à regrouper les conseillers pédagogiques pour renforcer leurs capacités, et nous estimons que ce travail doit se poursuivre puisqu'il faut toujours faire de la mise à jour dans la mesure où l'action pédagogique est une action dynamique. Ils viennent des régions centrales, Kara et Savane, les conseillers pédagogiques de toutes les inspections du préscolaire et primaire, ici réunis pour une remise à niveau, un stage d'initiation aux pratiques pédagogiques actives pour répondre au programme sectoriel de l'éducation 2010-2020. Une session de formation pour améliorer la qualité des enseignements des élèves maîtres. Un personnel d'encadrement, s'il est bien outillé, donnera des résultats performants aux apprenants. C'est un besoin que le ministère a identifié et on a fait appel à des experts qui sont très expérimentés dans ces pratiques-là et qui sont venus en appui pour que nos enseignants enseignent mieux et que nos élèves apprennent mieux et qu'ils soient véritablement performants. Alors nous allons donner une formation à des techniques d'expression orale, des techniques d'expression écrite, des techniques de recherche en mathématiques et en études du milieu, histoire, géo et sciences, et des techniques d'éducation à la citoyenneté. Alors la particularité de ces stages, c'est qu'ils se passent aussi de manière active. C'est-à-dire ce que l'on apprend dans la salle de stage, dans la salle de classe, on va le vérifier en classe avec les élèves immédiatement. 3 semaines de formation avec le soutien du Centre international pour les pédagogies actives CIPAC France et AFD, Agence française de développement. Une fois outillés, les bénéficiaires seront engagés à accompagner et encadrer l'intégration des pratiques de pédagogie active comme démarche privilégiée de formation dans les ENI et établissements scolaires. Autre intérêt, assurer un suivi régulier des cellules pédagogiques dans les écoles associées. Chers invités, je le disais tantôt, la rentrée scolaire n'est plus loin, c'est dans quelques semaines. Et nous avons estimé que votre mission sera à rude épreuve. Rude épreuve dans la mesure où ce ne sont pas dans l'école ne va pas de toute façon s'ouvrir dans des conditions qu'on connaissait. Voilà, il faut respecter les mesures barrières, etc. Selon vous, quels sont les défis qui vous attendent en tant que conseiller pédagogique, en tant qu'une partie du personnel d'encadrement qui appuie l'inspecteur dans sa mission? Madame? Le travail du conseiller est effectivement mis à l'épreuve de la COVID-19. Parce que... Et à cette rentrée, nous nous demandons dans quelles conditions ou bien comment nous organiserons par exemple nos formations.
nos conseils d'enseignement, comment nous allons les organiser cette année. Même la préparation des classes, les enseignants. Normalement, on ne doit pas se toucher, on ne doit pas toucher les objets les uns des autres. Quand les enseignants feront les préparations, comment ils les feront pour les soumettre au visa de leur directeur? Ouais, puisque c'est des copies physiques qu'il faut C'est des apporter. copies physiques. Voilà. Si nous étions normalement dans le numérique, l'enseignant prépare et Il envoie par mail. À son chef. Le chef vise et lui n'aura qu'à imprimer pour venir dérouler en classe. Donc tout cela, ça constitue vraiment des défis. Tout doit passer d'abord par la sensibilisation. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a certains qui n'acceptent que le mal est là. Il va falloir sensibiliser tout le monde enseignant pour qu'ils puissent à leur tour sensibiliser les élèves. Et si la personne n'accepte pas encore que le mal est là, comment il peut aller sensibiliser? Donc c'est aussi un problème à régler. La collègue parlait des regroupements. Oui. On peut faire les regroupements si il y a les moyens. Parce que pour un conseil d'enseignement... Les moyens matériels. Oui. Pour un conseil d'enseignement qui regroupe par exemple 150 enseignants, il va falloir mettre les enseignants dans plusieurs salles de classe pour pouvoir gérer la situation. Minimum 30. Donc, on doit alors multiplier le nombre d'encadreurs. Or, nous sommes en nombre insuffisant sur le terrain. Voilà. Quelques difficultés qui pointent à l'horizon. Oui. Si on n'arrive pas à aller, parce que par le manque de moyens, nous n'arrivons pas à suivre beaucoup d'enseignants au cours d'une année scolaire. Et c'est le conseil d'enseignement qui nous permet de les regrouper et de les relancer. S'il n'y a pas ces conseils d'enseignement qui vont fonctionner, quel sera le résultat en fin d'année? On pense déjà à ça. Les journées pédagogiques, tout ça là, comment les organiser si les ressources humaines manquent? Voilà un défi majeur auquel nous sommes confrontés avec Covid-19 pour la rentrée 2020-2021. En tout cas, fidèles téléspectateurs, j'espère que les chefs d'inspection, les inspecteurs et même la hiérarchie au niveau du ministère est en train de réfléchir sur toutes les hypothèses possibles qui permettront de toute façon de dérouler les enseignements et de faciliter de toute façon la tâche aussi aux conseillers pédagogiques dans leur mission et aux inspecteurs aussi dans leur mission. Et donc nous pensons de toute façon que les réflexions sont en cours puisque tout récemment le ministère a réuni même les partenaires pour les syndicats et autres là pour réfléchir sur des propositions et autres qui vont permettre, n'est-ce pas, de commencer cette nouvelle année 2020-2021 dans la sérénité, mais dans le contexte de la Covid-19. Maintenant, est-ce que vous avez la garantie quand même que le matériel pour les mesures barrières, tout sera à votre disposition? Quand nous avons repris en juin, nous remercions beaucoup le ministère. Ils nous ont fourni les masques pour les enfants. Ils ont fourni les solutions hydroalcooliques pour les mains. Et tout ça a été... Et le dispositif de lavage de mains au niveau de tous les établissements? Oui, bon, le dispositif, oui, ils ont fourni certains dispositifs, même si c'était insuffisant. Par exemple, chez nous, à Lomé-Ouest, la mairie de Golfe 5 nous a fourni aussi quelques dispositifs de lave-mains que nous avons distribués aux écoles. Les écoles aussi se sont débrouillées, elles ont fait des efforts pour en acheter. Donc, toutes les écoles ont au moins des dispositifs de lave-mains également. Et on espère qu'à la rentrée, ce serait la même chose? Oui, on espère que ce serait la même chose, puisque les lave-mains sont là. Mais les gels ou les solutions hydroalcooliques, on espère qu'on nous les fournira encore. Parce que nous avons utilisé ça pour les révisions après les examens, le secrétariat et tout. Bon, ce qu'il en reste, on n'est pas sûr que ça pourra faire quelques mois. Donc, on espère que le ministère nous les fournira. Les masques également. Bon, les enfants sont partis en vacances. Ce n'est pas évident qu'ils reviennent encore avec des masques. Donc, si le ministère aussi peut faire encore des efforts
pour fournir encore des masques pour les enfants et les enseignants, ce serait une bonne chose. Alors, monsieur Ananou, alors Oui. vous venez de Pelé et de Daï, puisque vous couvrez les deux, Oui. les deux zones. Est-ce que nous n'avons pas eu écho à la reprise pour préparer les élèves aux examens? On n'a pas eu les échos des coins qui sont assez reculés et enclavés, comme Daï, comme Pelé. Alors, quelle est la situation au niveau des mesures barrières mises, les dispositifs de lutte anti-Covid qu'on a mis à la disposition des établissements? Quelle est la situation chez vous? Oui, comme la collègue l'a dit, nous avons bénéficié du matériel venant du ministère par le truchement de la DRE que nous avons distribué dans les écoles. Mais le dispositif de lave-main, c'est ça qui manquait beaucoup. Mais le peu de financement qu'on a donné aux écoles, ils ont essayé de les utiliser pour acheter les dispositifs de lave-main. Et les gels étaient en nombre suffisant. Ça, on ne se plaint pas pour ça. Les bavettes aussi? Oui, les bavettes aussi. Chaque élève en a eu. Maintenant, pour la rentrée qui vient, moi j'ai un peu peur. C'est très proche. Est-ce que le matériel peut arriver dans tous les coins du Togo, là où la moto ne peut pas aller? Est-ce que tous ceux-là peuvent avoir le matériel avant la rentrée? Donc moi je me dis que bon, c'est un travail pour nous tous. Les parents aussi doivent assumer leurs responsabilités. En attendant que ce que l'État, le ministère va nous envoyer arrive au niveau des écoles, que les parents se prennent sur eux la charge de fournir ce qu'ils peuvent, en attendant le matériel qui va venir de... Et les communes aussi? Oui. Bon, les communes aussi peuvent nous appuyer. Puisque l'État, dans le cadre de l'éducation en mode décentralisé, l'État leur a conféré une partie de la gestion de l'éducation de base. Oui. Et on a vu effectivement certaines communes qui sont venues en appui aux écoles en leur fournissant des dispositifs de lavage de mains. Oui, c'est pourquoi je dis que tout ne doit pas venir directement du ministère. Il y a les communes qui peuvent nous appuyer en attendant l'arrivée du matériel du ministère. Donc, maintenant, leur distribution dans les coins reculés, c'est pourquoi je dis que j'ai un peu peur. Est-ce que ça peut arriver? Attends. 26 octobre, ce n'est pas très loin. Oui, bien sûr, c'est pas loin. C'est demain. Si on ne fait pas vite, on risque d'aller à l'école sans ces mesures barrières-là. Donc, nous le disons pour que si quelqu'un est à côté qui peut nous appuyer, qu'il le fasse volontiers. Alors, en tout cas, le message est déjà passé. Nous espérons que les autorités qui suivent cette émission ont conscience et ils ont les rapports de toute façon des services déconcentrés, les inspecteurs et autres, qu'ils auront besoin nécessairement que ces dispositifs arrivent à temps pour que ça puisse atteindre les coins, surtout les plus reculés et comme vient de le dire, des coins si enclavés. Oui. Alors, nous allons revenir un peu sur l'aspect pédagogique. Nous savons qu'au niveau Afrique, il y a un dispositif ou une organisation qui fait des évaluations des apprentissages qui s'appelle le PASSEC. Et le PASSEC avait fait le rapport selon lequel une étude d'abord, après l'étude, un rapport a été présenté et l'étude révélait que les élèves au primaire de toute façon de l'école togolaise ont de faibles performances en mathématiques, en calcul et en lecture. Est-ce que vous avez écho de ce rapport et qu'est-ce qui est en train de se faire pour relever vraiment ces défis? Oui, nous avons eu écho de ces rapports. D'abord, j'ai participé à ces évaluations en tant qu'enquêteur. Nous avons eu un enquêteur, bien administrateur des questionnaires. D'emblée, la stratégie utilisée, la formulation des questions ne sont pas souvent les mêmes au quotidien pour l'enfant togolais. Ça aussi, ça a joué. C'est ce qui aussi a fait que certains élèves n'ont pas compris la consigne pour traiter les questions. Donc, pour remédier à cela, le ministère, depuis des années,
a amorcé la réécriture des curricula, appuyé par les manuels. Les manuels, avec le financement du PERI, c'est ça? Oui, voilà, avec le financement du PERI. Donc, je fais partie aussi de l'équipe de rédaction de ces manuels. Donc, nous sommes en train de revoir comment formuler les questions pour que, au niveau PASEC, que nos enfants aussi soient au même niveau de compréhension de ces questions-là par rapport aux autres pays. Oui. Donc, c'est un travail que nous venons d'amorcer. Malheureusement, le manuel n'est pas mis à la disposition de tous les élèves du Togo. Donc, c'est aussi notre défi là-bas. Un nombre insuffisant. C'est un nombre insuffisant. Nous-mêmes, par exemple, on n'a pas vu pour les manuels de CE1, on n'a pas pu nous donner les guides et les manuels de l'élève. Nous avons réclamé, on nous a dit que ça va venir, donc on attend. Nous souhaitons que ça arrive beaucoup plus tôt pour que nous puissions accompagner les élèves et les enseignants dans les classes. Moi, je fais partie de l'équipe de rédaction. Je sais ce qui est là-bas. Mais les autres collègues qui n'ont pas participé à la rédaction des manuels comme moi, comment ils vont se débrouiller? Les mains vides? Non. Ce problème-là aussi doit être réglé. D'accord. Je pense que c'est une grande étape que nous sommes en train de franchir en changeant les manuels. Donc, nous nous impliquons beaucoup. Nous nous impliquons. Lors des formations, nous faisons beaucoup d'efforts pour que les enseignants puissent vraiment s'approprier le contenu de ces nouveaux manuels. Et après les formations, nous faisons le suivi dans les classes. Nous organisons aussi des séances de renforcement à travers les conseils d'enseignement. Et nous sommes à la disposition de tous les enseignants. Donc nous leur disons cela lors des formations. S'ils ont des difficultés de compréhension ou de mise en œuvre, qu'ils nous fassent appel. Et il y en a qui le font. Nous le faisons aussi à travers les conseils d'enseignement. Nous renforçons. Donc depuis 4 ans qu'on a mis les manuels, depuis qu'on a commencé la distribution des manuels, en commençant par le CP1, presque tous nos conseils d'enseignement tournent autour de l'appropriation de ces nouveaux manuels. Donc toutes les activités, presque toutes les activités que nous organisons, c'est autour de ces nouveaux manuels pour qu'ils se les approprient et qu'ils les mettent effectivement en œuvre dans les classes. Parce que vraiment le contenu de ces manuels, si nous faisons vraiment des efforts pour mettre en œuvre ce qui est recommandé et l'enfant acquiert effectivement le contenu de ces manuels, je suis sûre que dans quelques années, nous remonterons la pente. Alors, et à ce niveau, on va revenir tout à l'heure. La conseillère nous a déjà donné la garantie que le travail d'une façon qui a commencé va permettre de remonter la pente et c'est ça qui est important pour nous. Alors, monsieur le conseiller, non, vous allez profiter pour répondre en même temps, pour dire ce que vous voulez dire et répondre à ma question. Alors, ma question, nous savons qu'il y a beaucoup de cohortes d'enseignants maîtres qui sortent des écoles normales, des instituteurs comme vous affecte. Alors, je voulais voir quel est le regard que vous portez sur le profil de ces enseignants. Est-ce que vous trouvez que leur formation est de qualité? Donc vous complétez et vous me donnez la réponse à cette question. Oui, merci. Par rapport à ce que la collègue a dit concernant l'utilisation des manuels, bon, les suivis que j'ai déjà effectués par rapport à la mise en application de ces manuels, j'ai déjà constaté que les classes où les enseignants se donnent pour mettre en pratique ce que nous avons mis dans ces manuels, les résultats sont déjà bons. Donc je me dis que nous sommes sur de bonnes pistes. Si on continue jusqu'au CM2 pour avoir les manuels pour les CM et que tous les moyens sont mis en branle pour nous accompagner, le Togo fera des exploits. Très bien. Maintenant, par rapport aux enseignants qui nous viennent des écoles normales, il y en a qui se dévouent, mais d'autres, ce n'est pas encore ce que nous attendons d'eux. Nous essayons de les accompagner
Mais j'aurais aimé que pour la didactique des disciplines, que des inspecteurs, des conseillers soient à côté d'eux pour les appuyer. Dans les écoles normales. Dans les écoles normales. Donc, il faut qu'on trouve des tranches voilà. d'heures pour qu'ils puissent passer des modules sur l'enseignement de la géographie, de l'éduc civique, du chant et autres. Parce que quand ils viennent, les fiches qu'ils préparent, la manière de conduire la classe, c'est pas exact ce que nous voulons chez certains. D'autres font des efforts. Et quand tu veux savoir pourquoi ici c'est bien et que de l'autre côté ce n'est pas bien, nous constatons que ceux chez qui là, ça va bien, ils ont déjà fait le terrain. Et que ceux qui viennent directement de l'université avec le bac 2 pour passer, c'est chez eux que le bas blesse. Donc, nous sommes obligés de les accompagner tous. On ne peut pas les laisser comme ça. Sinon, la qualité de l'éducation du niveau des enfants va connaître des difficultés. Tout à fait. Donc, nous sommes obligés de les accompagner. Merci. Oui. Alors, madame, Oui. vous avez accueilli certains quand même? Oui, nous en accueillons toutes les promotions qui passent. Bon, les nouveaux nous parviennent quand même, puisque chaque inspection en a besoin. Donc, bon, les nouveaux arrivants, ils arrivent avec un niveau intellectuel haut, c'est bon. Le bac 2, il y en a qui ont même fait l'université. Le niveau académique est bon. Ils arrivent au moins, ils ont la formation initiale pour l'enseignement. C'est déjà un pas également parce qu'on ne les prend pas directement pour les mettre en classe. Au moins, on les initie au métier d'enseignement. C'est aussi un pas. Ils font des stages de responsabilité et ils s'imbibent un peu dans l'enseignement. C'est aussi un pas. Mais, comme l'a dit mon collègue, il y a encore beaucoup de difficultés. Malgré tous ces aspects positifs qu'ils ont, il y a beaucoup de difficultés. Et si vraiment on pouvait faire des efforts, donc nous avons appris qu'on a refait la refondation des ENI, la réforme des ENI, et que bon, la formation ira peut-être sur 2 ans. Tout à fait. Pour leur permettre vraiment d'acquérir les compétences nécessaires pour vraiment être en classe. Notre émission pratiquement tend à sa fin. On a beaucoup de choses à savoir des conseillers pédagogiques. L'émission tendant à sa fin, je vais donner le dernier mot à mes invités. Monsieur Ananou, vous allez profiter de votre dernier mot pour placer ce que vous voulez dire. Et après, c'est madame qui va clôturer. Oui, par rapport au stade de responsabilité, les normaliens sont trop nombreux pour un enseignant ou bien pour une école. C'est ce qui fait que le rendement n'est pas ce qu'on souhaite d'eux. Ils sont nombreux et le temps à faire dans les écoles, c'est très peu. C'est ça aussi qui fait que certains n'ont pas la maîtrise de la pratique de classe. Non, la solution, comme on a dit, la solution est en train d'être trouvée à partir de la réforme des aînés, où la formation ira à 2 ans selon ce que nous avons appris. Alors, votre mot de fin? Oui, nous tenons d'abord à vous dire merci, mais nous invitons tous les partenaires et acteurs du système éducatif d'apporter leur soutien et aide pour que l'éducation au Togo devienne ce que tout le monde attend, la qualité. Tout à fait. Merci. Merci, madame. Merci, monsieur Marcel. Le travail du conseiller pédagogique est très ardu et il a besoin de moyens matériels et financiers pour vraiment mener à bien sa tâche. Si l'autorité pouvait augmenter un peu nos dotations en carburant pour nous permettre de nous déplacer aisément. D'abord, nous fournir des moyens de déplacement et ensuite nous fournir plus de carburant pour qu'on puisse se déplacer facilement dans les écoles pour l'encadrement des enseignants. Je crois que nous ferions des exploits. Alors, je tiens, au nom de l'équipe de débat éducation, à remercier M. Ananou, conseiller pédagogique, qui a fait le déplacement depuis Daï et de Pelé, parce qu'il couvre les deux, pour venir participer à cette émission, nous éclairer sur la mission de
du conseiller pédagogique. Madame Belei, vous êtes à Lomé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Fidèles téléspectateurs, je crois que nous avons dit l'essentiel de ce qui concerne la mission du conseiller pédagogique en cette période de Covid où tous les conseillers pédagogiques du Togo sont en train de se préparer pour une bonne rentrée scolaire dans le contexte de Covid où le respect des mesures barrières est de mise et ce qui va véritablement changer beaucoup la donne dans les apprentissages. Mais on espère que les conseils et toutes les dispositions qu'est en train de prendre le ministère de l'enseignement primaire et secondaire et celui de l'enseignement technique, toutes ces mesures faciliteront de toute façon la tâche aussi bien aux conseils pédagogiques, aux inspecteurs, aux enseignants et aux élèves. C'est sur ce bon que moi je vous dis merci et je laisse tout à l'heure ma place à ma collègue Dodo pour les 2 dernières rubriques de débat éducation. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à la prochaine. Bonsoir chers téléspectateurs, heureuse de vous retrouver pour la rubrique Actu Éducation. D'abord, j'espère que vous avez pu retenir quelque chose sur la mission du conseiller pédagogique. L'Université de Lomé a célébré son 50e le 12 septembre dernier, un jubilé d'or qui a été marqué par l'inauguration de certains édifices et l'adressage des rues qui ont pris les noms des anciens doyens de facultés et directeurs des écoles de l'institution universitaire. De l'Université du Bénin en 1970, le premier temple du savoir au Togo a pris le nom de l'Université de Lomé en 2001. Elle a subi d'énormes modernisations, surtout au niveau des infrastructures. 50 ans après, quelle infrastructure d'accueil et de travail? Voyons cela dans ce dossier. Rue 14 septembre, cette principale artère de l'Université de Lomé a une histoire aussi vieille que l'institution. 50 ans au service du savoir et de la formation intellectuelle au Togo. Après ce demi-siècle, l'université se transforme et entre dans une ère de renouveau infrastructurel. Des réformes qui forcent l'admiration des étudiants de la nouvelle génération. Quand j'étais venue en 2017, il y a eu assez de changements à l'Université de Lomé. Plus précisément, la construction des amphis et la construction des reposoirs. Après les cours, les étudiants de l'Université de Lomé se reposent sur les reposoirs pour faire les révisions des cours. Après ces révisions, ils rentrent dans l'amphi pour continuer les cours. Pour venir au campus, nous avons plusieurs bus à nos dispositions et les tranches que nous avons aujourd'hui par rapport à avant, c'est un peu hausse et nous avons beaucoup plus d'amphis et de reposoirs. Et il y a de nouvelles routes qui vont vers les amphis. Même pour quitter le campus sud et aller au campus nord, on a construit une nouvelle route pour nous. Et il y a la facilité pour aller au campus nord. On nous avait dit que avant, pour prendre les bus, il fallait quitter le sud pour aller au nord. Mais maintenant, il y a les bus à notre disposition. Tu peux prendre les bus n'importe où, si tu es au nord, au sud. Et il y a aussi les routes, parce qu'avant, on nous avait dit qu'il y avait la brousse. Il fallait passer par la brousse avant d'aller au nord ou bien aller au sud et tout ça. Des infrastructures d'accueil et de travail des étudiants améliorées. En amont, l'université a élaboré un plan directeur de développement. Il est arrimé sur les grandes orientations du plan stratégique 2015-2020. Les infrastructures sont à considérer sur plusieurs ordres. Des infrastructures pédagogiques, à savoir la rénovation des amphithéâtres, des salles de cours, la finition de certains amphithéâtres comme l'amphicédo, la rénovation des salles de master pour permettre au grade master de fonctionner convivialement. En dehors de ces infrastructures pédagogiques, vous avez des infrastructures d'assainissement. Et vous avez derrière nous le bassin d'orage qui collecte aujourd'hui toutes les eaux pluviales du campus. Et en plus de ça, vous avez le trafic. Vous savez que le campus est une ville d'environ
60 000 à 110 000 personnes. Donc il faut essayer d'aménager les voies qui facilitent le trafic à l'intérieur. Donc aujourd'hui, on a environ 2 à 2,5 km de voies bitumées et aménagées avec un parking qui a une capacité de 200 véhicules. Vous savez que l'enseignement supérieur aujourd'hui, c'est aussi le numérique. Et sur le projet de e-Gouv, il y a eu beaucoup de pôles, de points Wi-Fi qui ont été installés sur l'ensemble du campus et qui permettent aux étudiants de pouvoir se connecter et travailler facilement. En dehors de ces infrastructures, la vie universitaire elle-même, un peu partout, des aires de repos, des cités rénovées. Il y a beaucoup d'aires de repos qui ont été aménagées pour permettre aux étudiants de pouvoir rester dans ces endroits aménagés et pouvoir réviser entre deux cours ou entre deux activités pédagogiques. Vous avez au niveau des cités, 2 cités qui ont été rénovées, la cité A et la cité B. Et actuellement, nous avons un grand projet de rénovation des autres cités. Nous avons estimé à plus de 70 à 80 000 étudiants qui pourront être accueillis d'ici 2030 si la tendance évolue. Et cette année, nous avons un projet qu'on appelle le projet Parisie qui va construire une zone, plusieurs laboratoires de recherche en sciences et technologies. Et à cela, il faut ajouter les centres d'excellence que l'université a pu gagner au niveau de la Banque mondiale. Il y a déjà un centre d'excellence, le CERSA, qui travaille sur l'élevage de la volaille et qui est fonctionnel avec ses infrastructures. Il y a 2 autres centres d'excellence, à savoir le centre d'excellence sur les villes durables, qui va commencer aussi les travaux d'aménagement de ces locaux, et le centre d'excellence sur les énergies renouvelables, qui va aussi aménager. Tout cela aura pour corollaire l'amélioration de la capacité d'accueil et de satisfaction des besoins de la communauté universitaire. Mais un défi persiste, la mise en place des recherches et formations adaptées aux exigences du marché de l'emploi. Également, des réformes académiques et pédagogiques ont été menées pour une formation universitaire de qualité. De la formation classique à la formation professionnelle, le parcours est élogieux et éloquent. Toujours dans la célébration de son 50e, l'Université de Lomé a lancé les essais cliniques sur les humains à partir de phytomédicaments. Ceci grâce au travail de la commission ad hoc constituée des scientifiques. Un futur partenariat est envisagé entre l'Université de Kara et le département des Yvelines en France. Le président du dit département était dans les locaux de l'université il y a quelques jours. Une visite qui lui a permis de prendre connaissance des filières professionnelles et innovantes de la dite université. Toujours à l'université de Kara, elle a signé un partenariat avec l'Agence nationale de volontariat au Togo, ANVT, le 3 septembre dernier. Un accord qui va faciliter l'insertion des ressources formées à l'université de Kara. Et voilà, c'est la fin de ce numéro de Débat Éducation. Retrouvez-nous mercredi prochain pour de nouveaux thèmes. Au revoir.